Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 391. Comme on vous l'a dit dans le dernier épisode, on va mettre en place 2 rendez-vous par semaine avec le lundi dédié au débrief et à l'actu du week-end et puis le mercredi qu'on pourra consacrer à ce qu'on appelle des sujets un peu plus froids avec des classements, avec des retours historiques ou encore avec des invités. Justement, aujourd'hui on reçoit quelqu'un qui a participé à la première victoire française de 2026 à l'UFC. Je vous le présente dans un instant, le temps d'accueillir le pilier du RMC Fighter Club, Baba. Salut Baba. Salut Charles, salut tout le monde. Bah écoute, ouais, très content. On va pouvoir, moi tu sais, hein, quand on peut rentrer dans le détail technique de la prépa, tout ça, je suis très content, donc très heureux. Ouais, on va se régaler parce qu'en studio avec nous aujourd'hui, il était à Sydney il y a encore quelques jours pour accompagner Benoît Saint-Denis sur le chemin de la victoire contre Dan Hooker, ancien combattant chez les amateurs en boxe anglaise, aujourd'hui coach. Bonjour Anthony Brett et merci d'être avec nous. Ça va, enchanté. Ça va et toi? Ça fait plaisir, ouais. Bah ça fait plaisir, tu t'es remis du décalage déjà? Ouais, c'est bon. Pas trop? Ouais, c'est dur. Ouais, c'est quoi, 9-10 heures de décalage 10 avec heures de Sydney? décalage, ouais, et puis l'avion retour. L'avion retour il fait mal, 24 heures il fait mal. Mais bon, rentrer avec beaucoup de bons souvenirs et avec beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions. Il y avait les émotions qui ont dû être provoquées par cette grosse Fight Week. En tout cas, on va essayer de revenir dans le détail avec toi justement sur ce que tu as pu apporter en boxe anglaise, notamment à Benoît Saint-Denis, à comprendre un petit peu comment se déroule le camp aussi d'un grand combattant comme ça avant ce genre d'événement. Allez, c'est parti pour le RMC Fighter Club avec Anthony Brett pour analyser de l'intérieur la victoire de Benoît Saint-Denis. Tu vas chercher le bras-tête, tu glisses la tête là, ça y il est, est placé. Là il est très bien Là il est placé. bien et il y a une grosse pression déjà sur Hooker, il va peut-être taper. Il va peut-être taper Hooker, en tout cas il essaie pas de sortir. Et la défense est pas bonne. L'arbitre qui vient de rappeler à l'ordre Dan Hooker, attention, on peut avoir un arrêt. Donc quelques instants. Je pense qu'on va l'avoir. Ouais, c'est bon, Mouyardine s'est penché. Il n'y a plus rien pour Hooker. Il va arrêter, ça y est, c'est fait pour Benoît Saint-Denis. Declaring the winner by TKO, Benoit God of War Saint-Denis. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça donne des frissons. Pour toi aussi, t'avais entendu les commentaires français déjà, t'avais revu les images? Oui, j'ai revu le combat en direct il y a 3-4 jours, je sais plus, je suis tombé dessus comme par hasard en plus. Ouais. Ça fait bizarre de le revoir en direct par rapport à l'ambiance de la salle, par rapport à tout ça. Toi, t'étais où exactement au moment du combat? Est-ce que t'étais vestiaire ou est-ce que t'étais dans la salle? Bord de cage. Bord de cage, ouais. Place familiale, là, il est vraiment bord de cage. Okay. On parlait justement, toi qui as fait beaucoup de choses, hein, tu as été double champion de France en anglaise, tu as fait des tournois internationaux, tu as vu les JO, et on parlait justement de l'organisation de l'UFC, c'était un petit peu marqué. C'est un autre monde. Tu l'as constaté, tu avais déjà assisté à un UFC en spectateur sans bosser pour un combattant? Non, mais j'ai déjà assisté à d'autres organisations. Et là, c'est autre chose. C'est fou, hein. Ça, on en c'est professionnel, c'est tout est carré, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment c'est parfait. Ouais, et puis on est obligé de le dire, hein. C'est vrai qu'il y a des organisations, même on a pu débriefer avec les reporters qui étaient au PFL. Il y a certains trucs, le PFL qui est une organisation plus jeune, même s'il y a beaucoup d'expérience déjà, mais en interne, tout n'est pas aussi carré pour l'instant. C'est très carré, mais l'UFC, c'est un level qui est vraiment phénoménal à ce niveau-là. BSD, donc désormais numéro 5 des moins de 70 kilos à l'UFC depuis sa victoire contre Dan Hooker à l'UFC 325. Anthony, tu vas nous raconter un peu ton expérience perso sur cette échéance assez dingue que vous avez vécue ensemble. D'abord, rappelez juste que Benoît Saint-Denis est très entouré avec Nicolas Haute en head coach, il y a Christophe Savoca pour la partie sol, Maxime François pour la partie lutte, et maintenant tu es à ses côtés pour ce qui est de l'anglaise, comme tu le précises aussi sur ton compte Instagram, adapté au MMA, donc ce qui est très important par rapport à l'accompagnement auprès de Benoît. Auparavant, Benoît il avait collaboré avec Luis Mariano Gonzalez, mais il est parti vers de nouveaux défis du côté de la Thaïlande. Comment est-ce que de ton côté, toi, ça s'est fait la mise en relation avec Benoît? Déjà, c'est Mariano, ça a été mon entraîneur en équipe de France. J'ai pu travailler aussi avec lui en étant entraîneur des équipes de France à l'INSEP avec lui. Donc on a une bonne relation. Moi, j'ai beaucoup appris de lui. C'est lui qui m'a formé, même presque, je dirais. Et ça s'est fait tout seul, en fait. Il m'a présenté Benoît, il m'a dit, voilà, moi, je dois partir. Est-ce que tu peux t'en occuper? Et finalement, ça s'est passé très bien. Dès la première séance, on a accroché. Et puis derrière, il y a eu le combat de Dariush, déjà. Et après, il y a eu celui-là où là, on était vraiment sur
un gros rythme sur les séances et sur le travail en fait. Sur le combat de Dariush, tu étais déjà sur le camp de Benoît. Ouais. D'accord. Déjà sur la prépa anglaise, pas dans le coin comme celui-là, tu vois. Ouais. Mais j'étais déjà sur la prépa. On a fait une bonne dizaine de séances avant le combat de Dariush déjà. On va Anthony juste faire un mot sur ton parcours aussi pour qu'on comprenne d'où tu viennes et comme ça après on pourra rentrer plus en profondeur, Baba, si ça te va aussi, dans la technique et dans tout ce qui s'est fait sur cet accompagnement. Selon ta page BoxRec, ancien boxeur chez les amateurs entre 2010 et 2015, c'est ça? Ouais. BoxRec, normalement ça se trompe pas. Hein. Aussi, ça se trompe? Il manque du palmarès en amateur. Chez les pros c'est carré, mais en amateur. Chez les amateurs, il manque beaucoup de combats. Ton record du coup en amateur à peu près, tu le connais? Je connais pas mon record. Il y a à peu près peut-être une centaine de combats. Et après sur le record, je sais pas. Hein, franchement, ça doit être en gros, t'es à une centaine de combats. 30, peut-être un truc comme ça, tu vois. Ok. Bon, en tout cas, est-ce que moi, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est que tu nous racontes par rapport à cette carrière que tu as connue. Ça fait un moment que tu coaches aussi, mais qu'est-ce que ta carrière chez les amateurs en boxe, avec cette expérience de à peu près 100 combats, a pu t'apporter par rapport à ce que tu fais aujourd'hui dans le coaching? Déjà, l'expérience des gros rendez-vous et des grosses échéances, l'expérience d'une préparation. Les préparations qu'on faisait pour les championnats du monde ou pour les jeux, en comparaison avec ce qu'on a fait avec Benoît, c'est pareil, c'est calibré, c'est géré, la charge elle est bien calculée, il y a chacun a son travail à faire en fait. Donc ça rejoint bien le travail que je faisais et même l'expérience que j'ai eue. Donc en fait, ça change pas trop. Le seul truc qu'il faut adapter, c'est vraiment les conseils que je vais lui donner, ça va pas être les mêmes conseils que je vais donner dans un coin d'anglaise en fait. Ouais, c'est différent. C'est différent et puis ça s'est aussi adapté à Benoît, à ses qualités, à lui, comment son tempérament. Je vais pas lui. Il y a des manières de parler, je pense, à chaque athlète. Il y a une pédagogie à avoir et elle est adaptée en fonction de la tête que tu as en face. Est-ce que justement dans ton parcours perso, il y a des coachs qui toi t'ont marqué, t'ont inspiré et t'ont donné envie de faire ça de la manière dont tu le fais aujourd'hui? Déjà, je pense le plus gros coach qui m'a inspiré, c'est Mariano, parce qu'il m'a conseillé moi dans mon coin dans toute ma carrière et même quand j'ai commencé à débuter à entraîner. John Dovey aussi, qui était là aussi. Salut, bien sûr. Sous toute la préparation olympique. Après, moi, c'est mon père qui m'a entraîné quand j'étais jeune. Donc, il y a un parcours aussi familial depuis de nombreuses années. C'est des noms qui reviennent assez souvent dans la boxe anglaise pour ce qui est en France. John Dovey, Mariano. Voilà, John Dovey, Mariano Gonzalez, c'est les coachs derrière les plus gros succès de l'équipe de France amateur. Hein. C'est des gens très 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 importants pour le sport, pour ce qu'a pu construire ensuite l'équipe. On a eu la team solide, on a eu les équipes d'avant. Donc voilà, j'imagine que tu as côtoyé la plupart de ces boxeurs et boxeuses là. Donc c'est vrai qu'on a eu pour moi, on est sur 2 belles décennies de boxe depuis pas mal de temps, même si des fois les résultats, c'est pas ce qu'on veut. On sait que les noms que tu as cités, ils sont derrière beaucoup de succès aussi. Ouais. À quel moment est-ce que ça se fait justement cette envie de transitionner un petit peu vers le MMA, d'apporter cette corde aussi à ton arc en disant tiens, je peux préparer des mecs en anglaise pur, mais j'ai aussi les compétences pour aider des mecs qui font du MMA à développer leur anglaise? Déjà, depuis 2016, j'entraîne des athlètes en MMA sur l'anglaise. Non, ça fait longtemps. Ouais. Sauf que ça a été par à-coup. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à entraîner les équipes de France, j'ai un ancien partenaire qui était avec moi à l'INSEP en taekwondo, Yacine Belhadj. C'est le premier avec qui j'ai bossé en anglaise. Donc, tu vois, ça remonte à pas mal de temps. Et donc, on a pu préparer, nous, à l'époque, déjà l'European Beatdown, les anciennes organisations, là. Et après, il y a eu un petit trou, il y a eu le Covid, tu vois, tout ça. Donc finalement, j'ai un peu lâché le truc. Et derrière, moi, j'ai récupéré d'autres athlètes, toujours pareil, avec des relations d'INSEP. Pareil, tu vois, préparateur physique Michel Gillot, que peut-être certains connaissent. Qui vient de préparer magnifiquement Taylor Lapidus pour Michel a été mon préparateur physique quand je boxais. Donc, relation, ça fait que j'ai eu son fils aussi. Voilà, je suis un peu dans ce truc-là depuis 3-4 ans maintenant, vraiment un peu plus qu'avant. Tu commences à entraîner, tu dis déjà, vers le MMA en 2016. C'est quoi ta vision sur le MMA avant? Parce que toi, quand tu combats, c'est donc 2010-2015, c'est l'époque UFC, Tchèque Congo, Cyril Diabaté en France. Quel regard t'as, toi, à l'époque, sur ce sport? Moi déjà j'apprécie beaucoup tous les sports de combat, déjà j'aime ça. On va pas se mentir, j'aime combattre. Donc c'est un sport qui me passionne aussi. C'est beaucoup plus, c'est pas beaucoup plus complexe, mais c'est différent dans l'approche. Il y a plus de disciplines à prendre en compte, il y a plus de choses à prendre en compte. Donc c'est totalement différent, mais je pense que l'anglaise, ça peut être une bonne base
pour pas mal d'athlètes en fait. Qui n'ont pas forcément les qualités d'un lutteur ou d'un autre mec. On va vraiment adapter par rapport à ce qu'il y aura en face. C'est là où c'est intéressant, Baba, parce que toi, coach plutôt pied-point, boxe anglaise aussi, mais en fait, en fonction des sensibilités, quand tu arrives pour aider un combattant, tu te rends compte là avec la team qui est autour de Benoît, il y a vraiment toutes les strates du combat qui sont autour de lui. En fait, il faut que tout le monde s'allie. Ça, tu vas nous raconter aussi comment vous travaillez conjointement pour un but commun. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment tout le monde peut travailler ensemble et faire quelque chose qui soit cohérent à la fin. C'est toute la complexité du rôle d'un head coach. Donc, en l'occurrence, c'est Nicolas Haute pour le cas dont on parle aujourd'hui. C'est difficile parce que tu vas prendre des gars qui sont d'un autre milieu, qui ont un autre background et qui sont formatés dans leur sport d'origine et qui doivent faire en sorte d'arriver à tous travailler ensemble pour que ça bénéficie à un seul athlète. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en ligne de compte. Maintenant, normalement, quand on est coach, pour moi, l'une des qualités premières, si ce n'est la qualité première, c'est que ton ego il est complètement de côté parce que tu es dédié à la progression d'un athlète. Non, je leur dis parce que c'est important. Parce que, c'est pas toujours le cas. Voilà, il me semble que certains coachs l'oublient. Donc, pour moi, c'est important quand même. Et d'autant plus quand tu dois travailler. Voilà, tu as Rodrigo Alamos, qui est une légende du Muay Thai. Tu vois. Tu as Maxime François, qui est un coach de lutte exceptionnel. Tu as Christophe Savoca, qui n'est plus à présenter pour le sol. Donc, tu vois, il faut que tout le monde bosse bien ensemble pour le bien de Benoît et visiblement ça marche super bien. Et avec des sparring aussi de très grande qualité parce que la team Nicolas Haute est en train de grandir de jour en jour et notamment avec Nassourdine Imavov qui est aussi dans cette équipe. Avant que tu nous expliques bien le taf qui a pu être fait auprès de Benoît, simplement pour de ton côté, comment se passe ton fonctionnement aujourd'hui? Est-ce que tu as ta propre structure? Tu interviens dans différents clubs, chez différents combattants? Comment est-ce que ça se passe ton quotidien d'entraîneur? Mon quotidien, c'est je vais partout. C'est ça que j'ai bossé ce matin, en fait, j'aime pas rester dans un endroit déjà toujours le même. Okay. Au bout d'un moment, je sature. Donc j'aime bien bosser à droite, à gauche. Et puis, en fait, la diversité de toutes les actions que je fais à gauche, à droite, justement, fait que je prends du plaisir dans ce que je fais. Et que ce soit un énorme événement comme là tu l'as vécu avec Benoît ou alors des plus petits événements où tu peux accompagner des mecs, tu ressens t'as la même sensation, ça te procure des mêmes émotions. Normalement, quand tu es entraîneur, il y a ce truc où peu importe la tête que tu as en face, tu as envie qu'il réussisse, qu'il mette en place ce que tu as travaillé avec lui. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en tout cas, moi je pense que peu importe l'athlète que tu as, le niveau ou la grandeur de la compétition, nous on sera toujours un peu pareil. T'as la même chose, Baba, ça peut être dans un petit gymnase en province ou dans une grande salle parisienne, c'est un peu la même sensation quand tu accompagnes un mec? Tu sais, quand tu es dedans, quand tu coaches, tu es tellement focus sur ton athlète que tu calcules même pas qu'il y ait 5000 personnes ou 17. C'est exactement pareil. Je te jure, je rigole même pas. Enfin, tous les coachs, je pense, seront d'accord avec nous. Tu es focus sur ce que ton boxeur fait. Et puis surtout, tu es focus sur ce que tu as travaillé pendant 5, 6, 7, 10 semaines. Et donc, des fois, tu peux gagner, mais tu peux ne pas être satisfait parce qu'en fin de compte, tu auras mis un travail en place et ça n'aura pas été fait. Donc, parce que tu veux sa progression, encore une fois. Donc, non, mais je suis complètement d'accord avec Anthony. C'est particulier comme sensation. Coacher, c'est vraiment c'est particulier. C'est très particulier et ça fait plaisir aussi d'avoir vos retours d'expérience là-dessus. Allez, on va rentrer dans le détail maintenant de ce qui s'est fait avec Benoît. On est donc avec Anthony Brett, coach de boxe anglaise et donc qui a accompagné Benoît dans cet objectif-là. Tu l'as accompagné sur son camp et lors du déplacement à Sydney. Baba, ce qu'il faut d'abord préciser concernant Benoît, c'est qu'à la base, c'est un mec du sol. Ouais. Et c'est un mec qui, lorsqu'il est à l'armée, a commencé les sports de combat par le sol. Ouais. Donc on part de cette base-là et derrière, il fallait aussi détricoter pas mal de trucs pour refaire un ensemble. Ouais, exactement. Et c'est un travail qu'a initié Daniel Voirin à l'époque, qui lui, évidemment, vient du Muay Thai. Donc même si c'est un coach de MMA à part entière, c'était le striking coach de grosse team. Donc ça a permis déjà d'établir une bonne base pour Benoît. Puis ensuite, dans son évolution et dans la team dans laquelle il est aujourd'hui, lui, être entraîné par Mariano, c'est le rêve de plein de gens partout dans le monde. Donc tu vois, ça te permet déjà de progresser. C'est le genre de coach qui va faire progresser très vite. En 2-3 séances, tu vas déjà avoir il va te donner une vraie base. Il va te changer tes acquis, ça va être important pour ça. Et puis ensuite, continuer de travailler avec Anthony, notamment avec d'autres. Donc le but avec Benoît, je crois, dans la manière qu'il a de travailler aujourd'hui, c'est de revoir les fondamentaux, bien sûr, et puis d'avoir des acquis solides pour le MMA. Et c'est là où c'est difficile pour Anthony, c'est ce qu'il va nous expliquer, parce que surtout quand tu es entraîneur de l'équipe de France, tu vas être quand même dans un espèce de format, tu vois, en anglaise. Et surtout pour l'amateur qui est encore plus particulier que le professionnel, ta manière de gagner va être différente. Donc c'est vrai que moi je me demande quand tu arrives, parce que tu l'as déjà fait, hein, tu l'as dit, tu as préparé des athlètes en MMA depuis très longtemps déjà. Mais là on parle du très très haut niveau, de l'élite de l'UFC, d'un combattant qui va rentrer dans le top 5. Comment toi t'arrives
t'inscrire dans un collectif, je pense que c'est pas un problème. Parce que t'as entraîné en équipe de France et à l'INSEP, ça c'est pas compliqué. Mais est-ce que il y avait pas de l'appréhension quand t'arrives pour te dire j'ai un gars, je sais que son tempérament c'est la guerre. Toi, t'as une boxe plus léchée, t'as un mec cérébral, technique. Est-ce que ça a été difficile au début? Alors, je suis cérébral, technique, moyennement. Ouais. Moi, quand je boxais, j'aimais bien aller à la guerre, tu vois. Ouais, bien Donc, sûr. sur le tempérament, on se rejoint avec Benoît Ouais. sur ça. Et justement, je pense qu'il y a des trucs, en fait, qui vont... que moi, je faisais, des erreurs que je faisais de tempérament, d'envie, d'émotion, qu'on va pouvoir bosser aussi. Parce que la boxe, c'est pas simplement bien mettre le coup et tout, c'est dans le bon moment, avec le bon timing, avec la bonne intention. Tu vois, et des fois, on veut y aller tout de suite et forcément, je donne un exemple basique, mais le cadrage, par exemple, Ouais. un des travaux que lui fait, mais que tout le monde devrait faire, en fait. Parce Ça, que le travail de cadrage en anglaise, il est là pour te coincer dans un coin et te faire mal. Ouais. C'est un peu le but du sport, là. D'autant Tu plus vois que là, c'est une cage, tu vois, et c'est différent. Et c'est vrai que ce que tu dis, mais enfin, on en parlait à la rédaction il y a cette semaine, je sais plus à cause de quel combat à l'UFC, ou au PFL d'ailleurs, où justement, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, malgré que ce soit des combattants qui soient au plus haut niveau du MMA, il y a des vraies lacunes en termes de cadrage, et ils vont se plaindre, tu sais, ils vont dire, ouais, mais l'autre, il arrête pas de courir. Alors qu'en fin de compte, ils n'arrivent pas à cadrer ça. Justement, par rapport au tempérament de Benoît et au fait que c'est un combattant qui, lui, il veut avancer. Il veut avancer, il veut combattre à son rythme à lui. Il y a Rodrigo, quand il avait commencé à travailler avec Nassourdine, qui m'avait expliqué qu'il avait beaucoup travaillé sur les appuis de Nassor pour pouvoir le rendre plus efficace. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu changer aussi de son côté? C'est un des travaux de base qu'on a fait sur le travail d'appui, de coordination aussi. On a beaucoup travaillé sur les trajets moteurs, enfin les directions de coups, que ça soit moins ouvert, que ça soit beaucoup plus en ligne. Et faut prendre en compte aussi les gants. Ouais, bien sûr. La surface avec laquelle tu arrives, elle est beaucoup plus petite, mais elle fait beaucoup plus mal qu'en anglaise, je pense. Et à l'inverse, pour les défenses, tu vois, c'est très compliqué pour défendre avec les gants de MMA par rapport à nous, des blocages en anglaise. Tu peux pas mettre le même en MMA. Ça, c'est intéressant parce que toutes les semaines sur MC Sport, on le voit au One par exemple. Quand il y a des combats en kick qui sont avec des gants et que tu passes sur le Muay Thai qui sont avec des mitaines, tu vois bien que c'est pas le même sport du tout. C'est pas du tout, même au niveau de la distance, ça rajoute quelques centimètres de distance. Au niveau de la possibilité de se défendre, comme tu dis. Donc, c'est vrai, toi qui commandes quasiment tous les One, Baba, c'est un truc que tu vois, tu peux le voir en l'espace de 10 minutes, deux combats complètement différents alors que la base est à peu près la même. Je me fais toujours la même réflexion quand je commente les combats One, où je me dis c'est trop bien parce que ça favorise les mecs précis, donc offensivement parlant, c'est génial, tu vois. Si t'es quelqu'un qui mise plus sur la précision que sur la force de tes coups, tu vas être régalé. Mais à l'inverse, défendre sur ces frappes-là, c'est beaucoup plus compliqué, ça requiert beaucoup plus de mouvements de tête, de buste, de responsabilité défensive. Et c'est là où j'en viens à la responsabilité défensive. C'était un débat qu'on a beaucoup eu avec Benoît, où au début, c'était quelqu'un qui faisait pas de concessions. J'avance, je prends les coups, c'est pas grave. J'accepte d'en prendre 2, si j'en mets 3, c'est bon. Comment toi t'abordes la chose avec lui en te disant qu'il y a quand même cette nécessité? Plus tu vas rentrer dans le haut niveau, plus il va falloir faire attention à ta défense, mais en même temps, c'est une grande force à lui de pouvoir se dire j'avance sur les coups et j'en donne, quoi. En fait, je pense qu'il y a aussi ça. On l'a bien vu sur ses précédents combats. Des fois, il prend des coups, mais pour en donner, il est plus dur des fois. Et le dégât, pour moi, par rapport au gant, le dégât là fait vraiment une différence. Des fois, en boxe anglaise, moi, ça m'arrive de prendre un coup pour en mettre 3 derrière. Parce que je sais que mes 3 coups vont vraiment faire le taf, alors que son coup, je vais le prendre, mais je vais pas le prendre vraiment fort. Et lui, il est un peu dans cette. Des fois, il fait ce calcul-là. Il le fait sur l'instinct, il le fait avec ce qu'il ressent vraiment sur la cage, tu vois. Des fois, ça paye pas. Des fois, ça paye. Ouais, contre Dariush, il dit qu'il accepte de prendre le coup de genou parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il va faire mal. Et il sait que derrière, il va pouvoir travailler. Tu vois, donc, des fois, c'est pas accepter de prendre le coup parce que c'est pas bon de prendre le coup. Mais c'est de se dire, ok, celui-là, je vais le prendre. Je sais que je vais le prendre, je vais l'accompagner, je vais minimiser un peu le dégât qu'il va mettre. Par contre, moi, ce que je dois lui mettre derrière, c'est x3, x4. Toi, quand tu arrives justement et que tu connais Benoît forcément et de réputation et tu as certainement vu tous ses combats avant, quand tu arrives, que tu vois le combattant que c'est, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis justement à l'entraînement, je vais trouver le même mec qu'on voit dans la cage, ou alors je vais trouver un mec qui est un peu différent, plus consciencieux que ce qui peut paraître dans la cage comme étant un peu bourrin? Alors, tu vois, il paraît bourrin dans la cage, mais il est très méthodique, très pointilleux sur ce qu'il fait, sur ce qu'il demande, et il est vachement... Après, ça, c'est un autre débat encore, mais en termes de progression, il a une énorme marge de progression encore. Il est nouveau, pour moi, il est nouveau dans le sport. En fait, pour moi, c'est ça. Il a commencé en 2019. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait du judo avant, c'est sûr, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans les sports de combat, il n'y a que 7 ans.
et dont la plupart en professionnel. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et est-ce que t'as un plan justement de travail adapté pour le MMA ou c'est vraiment plus par rapport aux préparations C'est vraiment adapté par rapport à l'athlète en fait, vraiment sur ce que moi je ressens. Et après il y a une grosse discussion avec Nico, avec Maxime, avec tout le staff parce que tactiquement on met des choses en place qui vont correspondre à ce que chacun fait. Ouais. Et si moi je suis à l'encontre d'eux, comme tu disais tout à l'heure, je Bien pense sûr. pas tous dans la même direction. Donc il y a vraiment un travail de Nico là en l'occurrence, c'est du haut niveau. Tu dis qu'il y a beaucoup d'axes de progression encore pour Benoît, et c'est tant mieux, étant donné qu'il est déjà 5e chez moins de 70 et qu'on se dit qu'il y a des choses à faire. Est-ce que c'est l'anglaise le principal point de progression encore pour lui, d'après toi ? Je sais pas si c'est pas forcément l'anglaise seule. Tu vois, ça peut être l'anglaise pour amener d'autres choses. Ouais. Mais il y a un gros travail à faire en anglais, ça c'est sûr. Mais il est bien parti et franchement, moi pour moi qui je l'ai à la leçon assez souvent, je vous promets que c'est pas mal à la leçon. Ouais. Là, ça commence, il a des bons timings et tout. Après, bien sûr, des fois dans le combat, on peut pas tout remettre en place. Ça, c'est un truc où même si tu as envie, même si tu as la plus grande envie de remettre tout ce que tu as fait avec l'entraîneur, tu n'y arrives pas. Ouais, c'est normal. Et le stress, tous les trucs autour font que... Le combat, c'est pas l'entraînement. Ouais. C'est ce qu'on dit toujours. La pression, elle est complètement différente. L'enjeu, enfin voilà, la foule pour les combattants, c'est quelque chose qu'on ressent plus. Mais on a pu voir, par exemple, dans le combat contre Dan Hooker, où il est en difficulté au début à distance, notamment avec les front kicks de Dan, tu vois, c'est compliqué. Et on lui demande de passer à la boxe pour pouvoir se rapprocher. C'est ce dont tu parlais. Ouais. Boxer pour pouvoir faire autre chose. Et là, est-ce que tu as pu reconnaître quelque chose que tu avais pu amener ? Il y a des trucs que j'ai vus, il y a des trucs que j'ai moins bien vus. On va pas vous faire tout le débrief du truc, hein, mais ouais, vous l'avez vu, je pense, sur le combat. Il y a eu un moment où il n'y avait pas assez de préparation, de choses comme ça. Bon. Des fois, le cerveau, il veut plus. Parce que lui, il dit qu'il a dû faire appel à l'ancien BSD. Moi, je n'étais pas complètement d'accord. C'est ce qu'il dit direct dans la mentalité, oui, tu vois. En fait, ouais, il y a un truc où il doit faire appel à l'ancien BSD avec cette envie d'y aller, cette rage, on va dire, même d'y aller. Sauf qu'il n'oublie pas forcément tous les acquis qu'on a bossé. Il y en a qui partent, ça c'est normal, hein, c'est comme tout le monde, je pense qu'il y a du déchet. Hein. Ouais. Mais il essaie de garder des fondamentaux. Tu vois, notamment sur... là, on avait un gaucher face à un droitier. Ouais. Mais sur le déplacement, on a essayé de bien verrouiller sur le bon côté. Pas forcément tout le temps, parce que des fois, on lui a aussi demandé d'aller de l'autre côté. Mais c'est des trucs, des principes de base qu'il est arrivé à respecter, je trouve, dans certaines situations. Notamment quand, à un moment donné, il n'est pas bien. Là, il nous fait un petit déplacement. Derrière, il sort sur le bon côté. S'il ne sort pas sur le bon côté, il prend un kick ou il prend quelque chose. Donc non, il y a des bonnes choses. Moi, tout à l'heure, je me suis refait le combat avant que tu viennes, justement dans l'optique de la boxe anglaise, d'essayer d'analyser ça. Dans le premier round, c'est vrai que tout de suite, il va coller. C'est sa première tactique. Ça, je pense que c'était vu avec l'équipe. Hooker, il faut aller coller. Tu confirmeras que c'était... non. C'est bon, en tout cas c'est ce qui transparaît. C'est à adapter. Puisque voilà, il va lutter tout de suite. Derrière, en fait, alors pareil, est-ce que tu pourrais nous livrer ton analyse, peut-être sans livrer de secret, mais quand toi tu le vois un peu moins bien au bout d'une minute dans la première reprise, qu'est-ce que tu te dis quand tu es dans la salle et que tu vois Benoît qui justement n'arrive plus à reproduire même ce qu'il a donné sur la première minute? Je crie, j'essaie de me faire entendre déjà, c'est pas évident dans la salle, mais j'essaie de faire passer des infos, des termes qu'on a l'habitude d'employer ensemble. Tu vois, il y a des postures que je vais lui demander, je vais lui demander juste la posture, il va comprendre que derrière ça rééquilibre tout en fait. Il y a des trucs comme ça, il y a des mots-clés en fait que tu as avec ton coach, que tu as vraiment, même nous entre coachs, on s'est donné des trucs un peu. Qui font que il peut se recadrer lui-même en fait et repartir sur les bonnes bases. Ouais, puis tu avais des bons relais parce que il y a Yacine Zaouini qui était avec vous là-bas, hein, qui était notre envoyé spécial à Sydney, et il nous a dit que la première chose qu'il a vraiment marqué, c'est que pendant les phases d'échauffement dans les derniers jours, en fait, toi, tu prenais Nicolas à la leçon pour essayer de lui transmettre le maximum de concepts pour que lui puisse ensuite les reproduire et les redonner à Benoît. C'est quelque chose qui se fait pas beaucoup, je trouve. Moi, je trouve que c'est un échange. Tu vois, j'ai commencé à faire un peu de lutte avec eux. Ouais. C'est un échange, je pense, qui est intéressant et qui va nous permettre à chacun de comprendre un peu mieux la discipline et de comprendre qu'est-ce qui est vraiment intéressant en boxe anglaise pour le MMA et inversement, qu'est-ce qu'il faut prendre dans la lutte pour aller là. Il y a vraiment un truc où je pense que ce partage entre nous, entraîneurs, et c'est dommage, j'en ai parlé avec Nico, mais c'est dommage qu'on ne s'est pas connus 10 ans avant. J'aurais peut-être fait du MMA. Mais tu vois, c'est vraiment un truc où le partage d'expérience là sur ça va nous permettre, je pense, d'amener Benoît ou d'autres athlètes, mais encore plus loin.
parce qu'il aura cette sensibilité, il aura compris des choses en anglais, moi j'aurais compris des choses en lutte, donc peut-être que ce que je demanderai en anglais sera plus forcément pareil qu'avant. Il y aurait comment dire, des craintes peut-être un peu différentes ou des portes justement plus faciles à aller. Ouais, on va revenir sur le détail du combat, mais juste par rapport à ça, toi qui tu l'as dit, tu as été sur les 2 derniers camps, mais parfois tu es un peu en on-off avec Benoît, c'est ça. Est-ce que ça te permet quand même de pouvoir, sur la longueur, tu vois, instaurer des choses Est-ce que par exemple, ce que tu avais commencé à instaurer dans la prépa contre Dariush, tu as senti que même si vous êtes quitté pendant quelques semaines, c'était encore là dans la prépa pour Hooker? Alors, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est quelqu'un de méthodique, de précis et tout. Bah, quand il est chez lui en repos, il veut des séances. Ok. Que tu lui envoies des séances. Moi ou je pense les autres. Par Nico, par les autres. Il veut travailler. Ouais. Il a cette soif d'apprendre. C'est pour ça que je dis il y a une marge de progression, il y a une envie et il y a un investissement. Même lui, je pense de son niveau d'athlète, là, il est vraiment dans une dynamique où il est, je le disais souvent moi aux filles de l'équipe, mais il est acteur de son projet. Ça veut dire que c'est lui qui va chercher ce qu'il pense qui est pas bon et il prend aussi conseil et franchement c'est un bon bosseur. Sur une prépa comme celle de Hooker, tu as été avec lui combien de temps avant? Parce qu'en plus Benoît il partage aussi son temps entre Bayonne et Paris pour ses prépas. Tu as pu passer combien de temps effectif avec lui avant le combat? Effectif, on s'est vu les 2 dernières semaines, on s'est vu quasiment tous les jours. Tous les jours. Ouais. Ou 3 fois, 4 fois dans la semaine. Parce que même sur les séances où je n'intervenais pas forcément sur l'anglaise, je venais aussi pour lui donner des conseils, lui dire tiens, essaie de placer ton bras arrière comme ça, essaie de mettre en place ce travail de cadrage en fonction justement de la qualité. On avait des gros sparring en face, donc on a pu vraiment travailler. Ça, faut aussi le souligner, les sparring, c'est très important dans une prépa. Et là, on a eu des sparring intelligents. Ouais. Qui permettent de travailler et permettent de progresser. Vraiment. On revient au combat, ça va juste de Hooker du coup, parce qu'il y a plein de choses aussi à comprendre par rapport à ce que tu as bossé avec lui, mais sur l'analyse du premier round, je me dis justement que donc il fait ses entrées en lutte, il y a un moment où il essaye de rentrer en lutte, il baisse un peu la tête, il y a un kick qui part et Antoine le dit, il dit oh là attention, là il s'est un peu baissé, il prend ce kick en pleine tête. Heureusement je crois qu'il avait un gant quand même qui était voilà, il avait un bras qui a quand même fait tampon, mais donc il se l'est pas pris plein fer, mais si le bras n'avait pas été là, ça aurait pu être plus problématique. Derrière, je trouve que dès le début du 2e round, il commence justement beaucoup plus en anglaise. Plutôt que de rentrer en lutte, il accepte de boxer avec Hooker pour derrière aller le coller. C'est quelque chose que tu as remarqué aussi ou pas? Ouais, je pense que dans le coin, il y a eu réadaptation. Il y a eu réadaptation par rapport au premier schéma ou par rapport à ce qu'on avait mis en place au début. Donc, il est parti un peu plus sur ça. Et tu vois, sur les kicks, nous, on a peut-être travaillé, même de ne pas les prendre. Oui. Mais quand tu es sur le truc, oui, bien sûr. Il y a toujours ce truc d'incertitude et on est dans un combat de boxe. En fait, l'un ou l'autre peut tomber. Tu vois, c'est ça la difficulté. En fait, tu mets en place plein de choses, mais des fois, en 2 secondes, il n'y a plus rien. Une petite erreur peut vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, faut rendre hommage aussi à Dan Hooker parce que c'est de la qualité en termes de striking. Et tu peux préparer un mec grand, tu peux. Et à juste titre, préparer le fait qu'il va envoyer beaucoup sa jambe arrière notamment, et qu'il était très bon sur les front kicks. Il y a cette sensibilité en termes de timing qui est dur à émuler en sparring. Tu vois, tu peux pas comprendre le jour du combat à quel point il sera affûté. Et là, en l'occurrence, il était encore mieux affûté. Mais je pense que Dan Hooker, de son côté aussi, avait la crainte de voir BSD se rapprocher. Il savait très bien en fait que s'il se rapprochait beaucoup de lui, il était en danger. Et cette crainte-là, cette incertitude, elle te rend meilleur justement dans ton instinct de survie. Donc là où c'est remarquable, et je trouve que c'est Charles, il a raison de l'aborder, c'est cette réadaptation. Et c'est ce qui fait que je pense que ça vous valide sur votre préparation en tant que team autour de Benoît, et ça renforce la confiance évidemment que Benoît il a en vous pour pouvoir avancer. Sur le combat aussi, au-delà de l'approche et du fait que on savait tous nous que idéalement il fallait qu'il emmène au sol. Je pense que vous le saviez évidemment aussi. Est-ce que tu peux nous dire à quel point, surtout qu'il est gaucher, donc pouvoir avancer son pied avant, il fallait vraiment prendre le bon angle. Est-ce que le but c'était vraiment de venir au clinch, parce que moi je pensais que c'était une bonne option, ou c'était vraiment tu boxes et tu vois ce qui se passe une fois que tu arrives devant, parce que c'est un très bon judoka aussi, Benoît, on l'oublie pas. Ouais. Le judo, justement, il nous l'a sorti alors qu'on l'avait pas forcément mis dans le schéma. mais en vrai, il y a cette qualité d'adaptation. Et oui, on part sur un truc. En fonction de ce qui se passe, en fonction des réactions adverses, il va falloir l'adapter. Comme tu as dit, au premier round, la distance n'était pas bonne.
Ça a été réajusté sur le deuxième round. Et on aurait pu réajuster, ça aurait pu ne pas passer encore. Ouais. Il aurait pu nous créer un autre problème, en fait. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est une résolution de problème en temps réel à chaque fois. C'est Donc ça, nous, mais on va lui donner les infos, mais il faut que lui, il les capte bien, il faut que nous, on sélectionne bien les mots. C'est une galère. Hein. et c'est en ce sens-là, pour moi, qu'au-delà du fait qu'il intègre le top 5, c'est bien, c'est génial même, parce que c'est important pour le sport qu'il fait. Mais quand on parle d'élite, c'est ce que j'expliquais dans un édito, c'est que c'est à ce sens-là, pour moi, qu'il a vraiment le plus progressé, c'est dans cette résolution de problèmes en temps réel, de savoir changer, de se dire j'abandonne ce plan parce qu'il fonctionne pas. Et en tant qu'équipe, parce que t'étais pas dans le coin à proprement parler, mais bon, t'étais suffisamment prêt pour pouvoir te faire entendre. Et t'entendais aussi le Nicolas qui parlait et tout, parce que je sais que Nicolas il a tendance à se casser la voix assez vite. Et du coup, tu as l'impression aussi que vous allez tous dans le même sens, même sans concertation. Ouais, sans concertation, on avait un peu ce truc où, après, là, sur le combat, tu vois, sur le premier round notamment, il y a des choses qui sont vraiment visibles, des choses qui vont pas. Et nous, on a tous ce truc où, là, par rapport à ce qu'on a fait avant, il y a des choses qui sortent pas. Ouais. Donc, on va lui dire, mais sur le moment, ça sort pas forcément parce que la distance, elle est pas bonne, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais il a su adapter. Nous, on a su aussi, je pense que dans le coin, là, les trois, ils lui ont dit un ou deux mots qui ont fait qu'il est vraiment reparti dans la bonne direction. Et honnêtement, je pensais que ça allait finir plus tôt, moi. Moi aussi. De toute façon, quand ils arrivent au sol, ça dure 3 minutes. La phase au sol, je crois à peu près. Un peu Donc plus, même, forcément, parce que Herbin, 3 minutes, ça dure 3 minutes. Hein. Je crois, parce que Herbin, il aurait pu les coups de coude qu'il se prend d'Anouker. Donc ouais, à partir du moment où il commence à vouloir placer la Kimura, puis qu'il fait le bras tête, là on se dit ça va être terminé. Mais finalement ça dure. d'Anouker, il fait en sorte, et avec l'aide d'Herbin en collaboration évidemment, il fait en sorte que ça se prolonge un petit peu. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait tu qualifies Benoît de grand combattant parce que justement ce que vous travaillez à l'entraînement, en fait, il arrive à l'appliquer, même si tout n'est pas exactement comme on a pu le prévoir, mais en fait, il y a toujours cette réadaptation qui arrive. Je pense que tous les deux, en tant qu'entraîneur, vous avez vu des champions du monde de l'entraînement qui, derrière le jour J, dans la cage ou sur le ring, ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils ont donné à l'entraînement. Est-ce que, malgré tout, Benoît Saint-Denis, c'est un des meilleurs mecs que tu as vu à l'entraînement? Ouais, l'entraînement, il est bon aussi. Et justement, tu vois, le fait d'être méthodique, d'être précis, de réfléchir à ce qu'il fait, ça vient de l'entraînement. Parce que si tu le fais pas à l'entraînement, au combat, quand tu dois résoudre des problèmes, tu l'as jamais fait, tu vas pas le faire. Ça, c'est un des trucs, tu vois, que moi, je dis souvent aux athlètes, mais tu boxes, si tu fais des trucs à l'entraînement, tu peux les refaire en combat. Si tu les as jamais fait, tu pourras pas les refaire. Tu peux pas d'un seul coup, hop, ça y est, il va sortir. Non, il faut le bosser à l'entraînement. Et cette méthode, je pense qu'il est arrivé à faire un truc, lui, à se mettre dans sa tête que, à un moment donné, ok, là, je dois y aller, mais il faut que je réfléchisse à ça. Et il met en jeu, hop, je prends cette petite boîte, je l'ouvre, je prends la boxe anglaise, je prends celle-là, je l'ouvre, et il fait son mix. Je pense que c'est une des qualités vraiment de Benoît. Ces qualités, on les a bien vues aussi sur le KO contre Dariush quand même, parce que cette capacité à se relever aussi vite, à replacer, pour toi, alors il y a du clinch aussi, parce qu'il dit lui-même, toujours avec cette froideur comme d'hab, j'ai pris la tête, je l'ai avancé, machin. Le débrief en instant, il est fou à chaque fois avec Benoît. mais pour toi, tu le vois comme une phase plus Muay Thai, plus boxe anglaise, tu vois, ce finish, pour toi, tu l'as analysé comment? Plus que clinch. Muay Thai clinch, ouais. Et il l'a beaucoup travaillé aussi. Hein. Ouais. C'est des trucs sur lesquels il a insisté, Nico insiste beaucoup dessus. Et je pense que c'est une des clés aussi sur le MMA. Hein. C'est un des trucs qu'il faut piquer, par exemple, à la boxe. Tu vois, tout à l'heure on parlait des boîtes, là, à prendre. Ça, c'est un des trucs que tu peux prendre à la boxe et que tu peux vraiment intégrer pour certains athlètes qui aiment cette distance-là. Ouais, c'est clair. Et c'est quelque chose que, à l'époque, qui avait été fait quasiment que par Anderson Silva ou par certains Brésiliens comme Mandala Silva ou Shogun, tu vois. Et quand je me rappelle, quand Anderson Silva il arrive avec son clinch, les Américains ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils se font tous tabasser, l'autre il se fait péter le nez, le champion. Et ensuite ça a évolué comme d'habitude. Là, ce que je trouve intéressant parce que le MMA, tu sais, c'est beaucoup des époques et on change de méta. C'est l'époque des lutteurs, c'est l'époque des strikers, mais pas que. Quand on va un petit peu plus dans le détail. Et petit teasing, mais on vous en parlera dans des épisodes magazine très bientôt. L'anglaise, moi je trouve qu'en ce moment, je ne vais pas te mettre le point sur quelle date exactement, mais c'est revenu vraiment sur le devant de la scène pour le MMA. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus incorporé dans les préparations. Et je pense que quelqu'un qui a beaucoup contribué à populariser ça, c'est Ilia Topuria.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes de ce que tu peux transmettre sur les appuis, sur les transferts de points en anglaise, est-ce que toi, tu l'as regardé un petit peu? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel il faut tendre? Je l'ai regardé travailler aussi. Hein, mais alors, il y a lui, il y en a d'autres, je pense. Il y en a pas mal qui boxent bien en anglaise. Après, là, moi, l'adaptation que je peux faire et surtout pourquoi l'anglaise elle est intéressante. Moi, je la vois de mon œil, la gestion de la distance, le travail de feinte, le travail de préparation. Quand tu es dangereux avec tes points, tu sais que le reste peut passer plus facilement parce qu'il y aura cette crainte. Et inversement, si tu sais que le mec est dangereux au sol, tu vas essayer de le garder à distance et ainsi de suite. Donc, en fait, le fait d'avoir un peu toutes les cordes à son arc, là, c'est bien qu'il puisse aller chercher un peu partout. Ça va le compléter, ça va amener un peu plus de crainte chez les autres mecs qui vont pas se focaliser peut-être que sur sa lutte, que sur son sol, et qui vont être obligés de faire attention aussi au reste. Et pour prolonger ça, est-ce que tu as senti aussi Benoît s'améliorant de camp en camp en anglaise? Est-ce que tu as senti que le fait qu'il soit meilleur, qu'il soit plus confiant là-dessus, ça l'aide à développer aussi avec plus de confiance certains autres aspects de son jeu? Ouais, alors ça c'est un peu comme dans tout, mais dès que tu as un peu plus confiance par exemple moi sur la boxe, le mec qui a confiance en ses défenses, il va attaquer facilement. Par contre, le mec qui ne sait pas bloquer, pour attaquer, c'est une galère. Et souvent, sur les débutants, c'est ce qui se passe. Ouais. Donc là, il est arrivé sur un truc où, oui, il prend encore un peu de coups. Oui, des fois, il perd les appuis, il se jette un petit peu. Mais en fait, il a ce truc où derrière, il va se replacer, il va se repositionner, il va se remettre dans une posture où il va être disponible, où il va pouvoir agir. Que ce soit en anglaise, que ce soit en lutte, que ce soit en clinch. Et moi, ce que j'essaie de lui apporter, c'est ça aussi, de retrouver une bonne position. Et ça, je l'apporte parce que Mariano me l'a apporté. Tu vois, quand on parle de la boxe, Mariano, il y a ce truc où les appuis, si tu n'as pas les jambes bien placées, tes bras, ils servent à rien. Et c'est là où de se remater le Dariush au ralenti, c'est fou parce que la manière dont il replace ses appuis, j'imagine que toi aussi tu es admiratif de ce qu'il a pu faire avec ses crochets assez courts qui viennent mettre c'est le placement des appuis qu'on voit d'abord et qui sont fous à ce moment-là. Il a une capacité à se relever très vite, même contre Hooker, là il y a eu deux trois phases où il tombe et il se relève, en même temps il essaie de mettre un uppercut ou de l'accrocher. Il est vraiment sur ce truc-là, il est vraiment bon. Donc même s'il tombe, il est capable de se relever derrière, même s'il se fait déséquilibrer, il est capable derrière de réajuster. Est-ce que toi, quand tu travailles en spécifique avec lui, est-ce que, comme tu es aussi adapté au MMA par la boxe anglaise, est-ce que vous travaillez que debout ou alors ça vous arrive aussi par exemple de travailler en ground and pound ensemble par ton apport en anglaise? Alors sur le ground and pound, on n'a pas travaillé ensemble, on l'a fait sur des phases physiques, physiques. Mais non, sur le sol, on ne travaille pas. Par contre, ce qu'on peut travailler, c'est il va me mettre en enchaînement en anglaise. Il va sentir qu'il est dans la bonne distance. Il va m'attraper une jambe. Il va faire un truc. Mais non, moi, le sol, je laisse ça aux spécialistes. Tu laisses ça aux spécialistes. Et du coup, ça, pour le coup, le ground and pound, il le travaille de quelle manière? Avec qui? Le ground and pound, il le travaille avec Nico. Hein. Nico apporte beaucoup. Et je pense que, tu vois, le ground and pound, il y a aussi des positions de lutte à avoir pour avoir un ground and pound efficace. Il y a plein de choses à avoir en fait. Donc tout rentre en jeu aussi. Tout le monde. Pareil dans le ground and pound, si tu frappes avec, tu verrouilles bien ton point. Donc oui, je rentre un peu dans le truc, mais en vrai, c'est à lui de l'adapter sur le moment. C'est à lui de faire ce qu'il... En fait, ce que vous travaillez debout a un impact, même s'il est au sol. Il y a un impact aussi. Les coups de coude qu'il met... c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Là, il a aussi envoyé beaucoup de coudes sur cette phase de ground and pound. Il a tout envoyé. Il a tout mélangé. Il manquait plus rien. Et c'est un travail aussi de cardio qui est remarquable parce que après ce premier round, on se dit il est un peu touché, il y a quelque chose qui va pas. Réussir à se remobiliser, à envoyer cette phase. Parce que Hooker il sait se relever, c'est ce qu'on avait dit aussi dans le débrief. Hooker il sait se relever, il l'a déjà fait à certains moments. Donc de réussir à le maintenir au sol en envoyant, en allumant plein de feu et en terminant en ground and pound, c'était aussi très fort. Et c'est là où la prépa elle s'est vue dans ce finish. Non, mais tu vois que la prépa elle était vraiment carrée parce que on savait aussi que Hooker il était très menaçant sur des guillotines, sur les entrées en lutte. Mais il y avait la défense, on l'a vu 2 fois, tu vois, sans aucun problème, se relever sans aucun problème. Et puis ensuite et ça c'est tout le département dont va s'occuper Maxime notamment, mais voilà, bien répartir ton poids sur le ground and pound, faire attention à bien à exercer un vrai contrôle pour pouvoir ensuite faire des dégâts. Donc non, tu sens encore une fois que en tant qu'équipe ça a bien travaillé. C'est pour ça que nous, et puis après je sais on nous le reproche un peu des fois, mais nous on est obligé de regarder loin. On regarde devant et on sait qu'il y a plus que 4 personnes devant lui. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des styles un petit peu différents. Tu vas voir Charles Oliveira qui est agressif, mais on sait tous que son sol c'est une galère. Tu vas avoir le champion Topuria, anglaise exceptionnelle, puis
toute façon, il est ultra complet. Il y a Max Holloway qui est une légende du MMA aujourd'hui, un excellent striker avec une bonne takedown défense. Et puis il y a Justin Gaethje, on l'a vu contre Pimblet, avec un style caractéristique, lutteur qui n'utilise pas sa lutte, qui veut que striker. Est-ce que toi, tu as regardé un petit peu ces 4 gars-là? Est-ce que tu aurais une préférence en termes de préparation entre ces 4 gars? C'est une bonne question, ça. Bon, alors, on a regardé, on a tous regardé, de toute façon. Ma préférence, après, ça dépend pourquoi. Préférence plus facile, moins facile, plus compliqué. Ce que toi, tu pourrais apporter, toi, tu vois, où tu dis que l'anglaise, elle pourrait vraiment avoir son impact et ce serait déterminant. Moi, j'aimerais bien une bonne guerre avec un Max Holloway, tu vois. Je pose la question parce que c'est la réponse que j'espérais. Pour aller chercher de l'anglaise, vraiment de l'anglaise. Après, c'est pas de l'anglaise. Donc oui, si c'est Max Holloway, il y aura de l'anglaise, mais il faudra que ça se termine autrement peut-être. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Mais l'anglaise sera forcément bien, parce que vu comment il boxe et vu le volume qu'il met dans ses combats, tu vois, tu sais que tu vas être obligé d'échanger avant de pouvoir faire autre chose. C'est la guerre des étoiles, là. Là, tu sais que ça va y aller. Et puis il y a les deux mentalités qui s'allient pour faire un fight. Ça peut faire quelque chose de très très costaud. D'ailleurs, au micro de Yacine Zaouini, quand Nico sort du combat, peut-être une demi-heure après, il est au micro d'RMC Sport. C'est vrai que les premiers mots qu'il a, c'est pour la boxe anglaise. Alors peut-être que c'est venu en premier dans sa tête comme ça, mais ça a été quoi vos échanges avec Nico, sans rien trahir évidemment, mais vos échanges après le combat, vos analyses un petit peu à froid sur ce que vous avez bien fait, peut-être un peu moins bien fait aussi? On a attendu déjà une bonne semaine avant de faire un point. Enfin, moi, de mon côté, je n'étais pas content, je pense. Lui non plus, il ne devait pas être trop content. En fait, parce qu'il y a ce mélange, tu gagnes, mais pas tout est là. Donc, nous, en tant qu'entraîneur, il y a ça aussi qui est dur des fois à comprendre pour les athlètes, mais nous, en tant qu'entraîneur, on a ce truc où on veut absolument que ça soit remis en place bien comme il faut et tout. Et quand c'est pas remis en place, même si le combat était gagné, même s'il y a eu une belle manière, même s'il y a eu plein de choses de positives, en fait, on va toujours aller chercher ce petit point qui dit que, mais ça aurait pu être encore mieux. Et lui aussi, il est dans ça. Donc, tu vois, donc c'est vraiment un truc où là les 5, les 6 personnes qui sont là un peu autour de lui tout le temps, on a tous cette recherche d'être le meilleur, de lui apporter le meilleur, et puis de toujours avoir ce truc d'être le meilleur en fait. Donc tu peux pas passer à côté là. Et Benoît, il est ressorti dans le même état d'esprit que vous? Alors là, moi je l'ai eu hier. Oui, il a regardé son combat, il y a des choses il est content, il y a des choses il est pas content. Il m'a dit ça je suis pas arrivé à le mettre, j'ai pas mis assez de préparation. Donc il se rend compte des choses qui sont pas encore, je dirais pas acquises parce qu'elles sont acquises sur les sparring, sur les choses comme ça, il les a. Là c'est pas ressorti, on va essayer de retravailler justement, d'avoir encore plus peut-être de finesse dans la gestion de la distance, de finesse dans plein de choses, de retrouver des situations qui vont correspondre à ce qu'il va vraiment retrouver en combat. Et c'est ça le plus dur en fait. C'est de retrouver, tout à l'heure tu en parlais du timing, bien sûr qu'on avait vu le front kick, on l'avait vu à des kilomètres. Mais on l'a travaillé, quand il l'a mis, Benoît il l'a pris quand même. Mais il l'a pas pris, il est tombé, il l'a pris donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, il fallait tout recalibrer. Et c'est là où il est fort, parce qu'il a réussi à le faire en fait. Il nous dit qu'il a ressorti l'ancien Benoît, oui, il a ressorti un peu l'ancien Benoît, mais avec quelques bases. Donc quoi qu'il arrive, c'est bien, c'est moins bien. Ça reste dans un truc où on a gagné. Maintenant, il faut passer au-dessus. Il faut essayer de repartir sur une bonne voie et de continuer la progression, en fait. C'est tout. Qu'est-ce que vous dites quoi un peu en interne dans l'équipe quand en conférence de presse, Benoît, que justement on a un petit peu tout le monde appelle de ses voeux à ce qu'il soit plus prudent dans ses combats, un peu moins de tête brûlée comme on disait tout à l'heure. Quand tu l'entends dire ça va être un bain de sang en conférence de presse, Benoît, qu'est-ce que tu te dis? C'est Benoît, il y a pas de je sais à quoi m'attendre, il y a pas de problème. il joue le jeu entre guillemets du trash talk à ce moment-là. Il joue le jeu aussi. On voit bien que tactiquement il est un peu plus posé, il fait un peu plus attention. Après, des fois, le naturel revient au galop, ça c'est normal. Mais il essaie de faire il fait un travail sur lui, tactiquement, même lui, dans ses émotions, il essaie de gérer, parce que bien sûr qu'à un moment donné, t'en prends 1, t'en prends 2, même moi, ça m'arrive, j'en prends 1, j'en prends 2, j'oublie un peu le côté tactique, je vais foncer, je vais essayer. Non, il faut pas. Il faut arriver à contrôler ce truc, et c'est le plus dur, en vrai. Je parle aux 2 coachs qui sont là. Vous pensez que c'est plus simple de rendre une copie parfaite
après un combat de boxe anglaise ou après un combat de MMA. Vous voyez ce que je veux dire? Juste sur l'image que tu peux avoir du fight qui a été fait par toi-même ou par ton élève, le MMA, il y a tellement de domaines qui sont à maîtriser que du coup, c'est peut-être, tu vois, s'il y a un aspect qui a été parfaitement maîtrisé, peut-être qu'il y en a un autre qui a été moins bien maîtrisé. Est-ce qu'en boxe anglaise, c'est la même chose? Ou alors, comme on est sur une discipline voilà, qui se passe uniquement avec les points, on peut ressortir plus satisfait dans la globalité technique d'un combat d'anglaise? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous, l'un et l'autre, comment vous voyez les choses? Ouais, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. T'analyses le truc, ouais. Ouais, c'est pareil, je pense qu'il a raison, Anthony. C'est sensiblement la même chose. Pour pas lancer de débat ou quoi, je penserais toujours que l'anglaise. Enfin, j'ai toujours eu le sentiment que l'anglaise c'est plus dur. Le MMA, c'est complexe parce qu'il y a plein de disciplines différentes, évidemment, et le combat peut aller dans plusieurs aires différentes. Maintenant, l'anglaise, c'est très 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 dur l'anglaise. Vraiment, enfin j'insiste, on le simplifie parce qu'il n'y a que les points, mais c'est hyper difficile. La distance de combat, la gestion, enfin il y a beaucoup de choses et quand je parle de distance, c'est de temps de combat. Si je parle des professionnels, 12x3, c'est pas 5x5. Enfin bref, pour pas rentrer dans des comparaisons ou des débats, c'est pas le but de l'épisode, mais sinon ouais, pour revenir à ta question, je pense que tu peux avoir les mêmes motifs de satisfaction et les mêmes motifs d'insatisfaction. Ouais. Est-ce que, Anthony, comment ça va se passer la suite pour BSD, pour toi? Est-ce que tu as déjà, entre guillemets, l'assurance que vous allez continuer à collaborer? Parce que bon, vous êtes quand même sur un bon, sur une belle lancée là. Il n'y a jamais d'assurance. Non, mais toi, pour l'instant, ça se passe bien. Moi, tu dis que tu es Benoît au téléphone hier. Je suis content de travailler avec lui. Il y a une bonne relation qui commence à se mettre en place. Il me fait confiance, je lui fais aussi confiance. Je pense que dans le groupe aussi, avec Nico, avec Maxime, avec Chris, avec Rodrigo, avec tout le monde, on est plutôt une bonne équipe, on s'entend bien. Là, on a eu l'occasion, en plus, j'ai passé 15 jours avec tout le monde, donc on a eu vraiment l'occasion de se connaître, de discuter et tout, d'échanger. Et non, c'était une belle expérience, c'était un kiff. Vraiment, ces 2 semaines, là, c'était dans l'entraînement, dans tout, dans le partage, dans... Belle expérience. En plus c'est envisagé aussi que tu travailles avec d'autres membres de la team de Nicolas, parce que en ce moment les combattants. Ouais, c'est envisageable. Il y a du monde. Ouais. Et puis je pense qu'ils sont demandeurs aussi sur l'anglaise. Il y a une demande parce que on se rend compte, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, mais Taylor a gagné aussi. Je dis pas grâce à l'anglaise, mais il a mis un bon bras arrière. Donc c'est la finalité du truc un petit peu. L'anglaise vraiment fait des différences. Je dis pas qu'elle fait toutes les différences, mais elle fait des différences. Et en fonction des profils que tu auras, tu as des mecs qui sont mieux sur le striking. S'ils appuient peut-être un peu plus sur l'anglaise ou sur ce détail-là, ils vont faire vraiment des différences. Les sparring qu'ont pu passer aussi avec Benoît, on a vu qu'il y a Bouganem qui est passé par là aussi. Ça a été des gros apports. Enfin, c'est des gens avec qui tu échanges aussi directement. C'est-à-dire que quand vous êtes en prépa, tout le monde est vraiment... impliqué au même moment dans ce qui est en train de se passer avec une centralisation qui est autour de Nicolas? En fait, il y a, par exemple, exemple typique, il met les gants avec Youssef, Nico, il est là, il coach, moi je suis là, je lui donne des détails en anglaise, Max, il est là, il va lui donner des détails sur la lutte, et même Youssef qui va lui donner des détails à l'intérieur de non, mets ta main comme ça, mets ta main comme ça. C'est vraiment, c'est pour ça que là, on est sur un truc où il y a un gros partage d'expérience de plusieurs mecs dans plusieurs disciplines. Et je pense que ça peut faire un ravage à l'UFC là. Je sens, comme Baba t'a lancé là-dessus, je sens que c'est vrai que comme il y a beaucoup de gars dans la team Nicolas maintenant, forcément que ton apport bénéfique à Benoît pourra aussi aider d'autres personnes. Après, je pense qu'il y en a pas mal déjà qui ont déjà des coachs. C'est comment dire, on a tous une sensibilité. Et moi, je le dis souvent, mais c'est pas comme une recette de cuisine. Il n'y a pas de recette de cuisine en fait. On peut pas dire j'apprends mieux la boxe que l'autre. Il n'y a pas de recette de cuisine. Je sais pas mieux qu'un, je sais pas mieux que l'autre. On sait tous un peu. Il faut prendre un peu partout. Il y a des infos à prendre partout. Et moi, comment je me suis construit en tant qu'entraîneur, c'est ça. J'ai pris un peu là, j'ai pris un peu là, j'ai pris un peu là. En fait, on n'invente pas les choses. Non. Ouais. Bien sûr qu'on peut inventer un peu, mais c'est toujours pareil, on va piocher à gauche, piocher à droite, et en fait finalement moi ma méthode de travail c'est d'avoir vu Mariano, d'avoir vu John, d'avoir vu mon entraîneur de club à Clermont-Ferrand, tu vois, c'est tout un parcours en fait qui m'a fait évoluer et qui me fait maintenant avoir certains fondamentaux et pas d'autres.
Ouais, c'est important, je pense, en tant que coach, déjà, faut toujours, t'es un éternel étudiant, en tout cas à mon sens, donc tu dois toujours continuer à apprendre, t'adapter, acquérir de la connaissance un peu partout, partager tes connaissances pour pouvoir en acquérir de nouvelles, et puis, je crois aussi que c'est important un entraîneur qui s'entraîne, qui entraîne les autres, qui continue, tu vois, au quotidien, qui peut redescendre jusqu'à entraîner des grands débutants, parce que tu vas tellement parler des fondamentaux que ça va rester dans ta tête que derrière, quand tu vas coacher tes pros, ben, tu vas être encore sur tes fondamentaux, donc voilà. Encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Faire attention, c'est un métier, c'est une profession qui nécessite en qualité numéro 1 de ne pas avoir d'ego. Donc, et c'est pas que ça veut pas dire que vouloir se mettre en avant, ça veut aussi vouloir dire être suffisamment humble pour comprendre que tu dois apprendre tout le temps. Jusqu'à le jour où tu arrêtes d'être coach, c'est le jour où tu arrêtes d'apprendre en fait. Je pense que vous avez commencé l'épisode là-dessus, on va le terminer à peu près là-dessus, parce que non, mais c'est vrai que c'est intéressant, et là on voit qu'une structure où il y a autant de monde, autant d'apports, s'il y a trop d'ego et qu'il y en a un qui veut prendre la lumière, t'es mort. C'est fini. Et puis voilà, t'es censé être au service d'un seul gars finalement. Et s'il y en a un qui essaye de prendre la lumière, il faut respecter aussi qu'il y a un head coach et que ce soit lui qui ait le final cut sur beaucoup de trucs aussi, non ? Non, mais puis c'est... tu vois, c'est vraiment là, en l'occurrence Nico, c'est le chef d'orchestre. Voilà, ça. Moi, il peut m'appeler, il peut me dire là, voilà, j'ai vu ça hier en sparring, il va falloir bosser ça. Et tout de suite, le lendemain, je l'ai en leçon, on remet en place le travail. Donc, Nico, vraiment, c'est, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, mais on se serait connus 10 ans avant. Je leur ai dit, coach-moi. Vraiment, parce qu'il y a une richesse, et puis on se. Avec Max, avec Nico, on est un peu sur cette même génération, nous, 88, 86, 90, là, c'est fin d'année. On arrive justement à avoir des points communs sur pas mal de choses, des références communes. Donc sur le travail, on s'entend bien. Anthony Brett, si on a bien compris, BSD va rester BSD tout en s'améliorant un petit peu, mais il restera le guerrier qu'il a toujours été. On n'est pas là pour le changer, on est là pour le peaufiner, pour lui apporter d'autres choses, mais on va pas le changer, ça c'est sûr. Trop cool. Et merci beaucoup Anthony d'être passé nous voir. Merci à Baba aussi d'avoir arrangé ça avec Anthony. C'est moi, super intéressant. Trop court pour moi, mais bon, il faut bien finir. Ouais, c'est clair. On va pas content, sinon. Tu pourras passer nous voir quand tu veux. Hein. Tu sais que la maison est ouverte. Tu sais où nous trouver maintenant. Merci beaucoup à Anthony Brett, entraîneur de boxe anglaise adapté au MMA, qui a été dans le camp de Benoît Saint-Denis sur ses 2 derniers combats. À très vite, et on espère te revoir aussi sur ses prochaines Fight Week avec Benoît. Merci Anthony d'être passé nous voir. Merci à toi Baba comme d'habitude, et on se retrouve très vite dans le Fighter Club. Merci à Fabien Ziolkowski, à Daniel Torres qui est en régie aujourd'hui. À très vite, ciao. RMC Fighters Club.